Salut Idriss, Comment ça va? très bien toi, Nickel. enchanté de te rencontrer. Écoute, tout plaisir est pour moi. Merci de t'être déplacé jusqu'ici, c'était assez compliqué mais on a réussi à... Ouais, écoute, ouais, ça va. Un jour, tu sais, on parle de drones de passagers. Un jour, on rigolera de tous ces trucs-là. Mais c'est vrai que pour l'instant, tu vois, encore 5 heures pour faire du porte-à-porte. Un jour peut-être on va se téléporter, on n'en est pas encore. Bah non, mais tu vois, c'est surtout que moi, je vis et je travaille en Suisse. Et en Chine, traverser une ville, là j'étais à Hangzhou avant. Et je prends l'avion à Shanghai, 4 heures, plus que 4 heures porte-à-porte. Et pour eux, c'est le même bassin d'emploi, tu vois. Donc tu as toute une partie du monde pour qui 5 heures, c'est le même bassin d'emploi. Donc c'est pour ça qu'ils ont fait les capsules hôtels à Tokyo, c'est pour ça qu'ils font des choses un peu similaires en Chine. Tu vois, c'est qu'une question de perspective. Ah, ça j'ai pu l'observer en voyageant pas mal en Australie. Mhm. Les trajets ici d'une heure, on trouve ça long, alors qu'en Australie En c'est Australie, que dalle. voilà, 10 heures pour partir en week-end, Ouais, easy quoi. ouais. Ouais. Donc pour commencer cette interview, est-ce que tu veux te présenter? Parce que je ne présente pas les gens que j'interviewe étant donné que je pars sur le principe que la personne qui te connaît le mieux, c'est toi-même. Donc qu'est-ce que tu peux nous dire sur toi? Je m'appelle Idriss Aberkane, je suis le président fondateur de la fondation Bioniria, que j'ai créée pour qu'un jour les chefs d'État préfèrent trouver de la biodiversité que du pétrole sur leur territoire. Mon background, évidemment, c'est que je suis biologiste. Ensuite, j'ai fait une thèse alors, dans l'ordre, j'ai fait une thèse de géopolitique. Ensuite, j'ai fait une thèse de littérature comparée. Ensuite, j'ai fait une thèse en knowledge management, en neurosciences appliquées au knowledge management à l'école doctorale de l'école polytechnique, qui a fusionné ensuite avec Paris-Saclay. Entre-temps, j'ai été visiting scholar de l'université de Stanford à 20 ans et j'ai été 2 fois à Cambridge au département de psychologie expérimentale, différents autres sujets, mais moi, ce que j'aime le plus, c'est l'entrepreneuriat. Parce que c'est là que tu prends le plus de risques, c'est là que tu te révèles, c'est-à-dire c'est tellement dur l'entrepreneuriat. C'est un cran, 2 crans au-dessus des trucs les plus durs que tu peux trouver dans le monde universitaire ou autre. Et donc, si demain je devais crever, je dirais que je suis entrepreneur parce que c'est mon métier et c'est là que j'ai le plus mouillé la chemise, quoi. Et on dit en général que c'est les entrepreneurs qui changent le monde. Tu sais, hein, c'est pas un hasard. Le niveau de risque que tu prends a tellement rien à voir avec ce que tu peux dans tous les autres métiers. C'est prise de risque, persévérance et comment dire, les qualités humaines que tu dois développer pour bien t'entourer. Quand tu entreprends, tu es tout de suite confronté à tes forces et à tes faiblesses. Moi, par exemple, ma faiblesse, c'est le staffing, c'est de trouver les bonnes personnes. Combien de fois j'ai mis les mauvaises personnes dans des postes qui prenaient trop cher ou qui faisaient pas le boulot, etc., ou qui avaient un ego surdimensionné. Et ça, c'est les trucs que tu apprends. Je pense qu'effectivement, l'entrepreneuriat, c'est un des plus grands défis de la condition humaine, en fait. Comment ça t'apprend à gérer les gens, à les écouter, à savoir communiquer? Tu as tous les aspects de la vie. La prise de risque, les relations humaines. Tu sais, la civilisation, c'est basé sur le commerce, hein. L'écriture, c'est la comptabilité. L'écriture apparaît dans l'histoire quand les surplus commencent à émerger de l'agriculture. L'agriculture est en soi la première entreprise de l'histoire humaine. C'est une prise de risque. Et donc, ouais, la civilisation est indissociable du commerce et de l'entrepreneuriat. Donc là où il n'y a pas d'entrepreneuriat, il n'y a pas de civilisation. C'est aussi simple que ça. Donc du coup, comment tu fais pour être déterminé à faire tout ce que tu fais Faut aimer quand ça. tu es confronté au risque? Faut aimer ça parce que, tu vois, un des aspects qui est totalement ignoré, par exemple, chez Marx, dont les analyses économiques restent intéressantes, même si elles sont complètement dépassées aujourd'hui, mais un des aspects qui est complètement, je ne vais pas dire passé sous silence, je pense que c'était juste quelque chose étant, tu sais, issu d'une famille riche, étant issu même d'une lignée noble, etc. Marx n'avait pas vu cet aspect-là, c'est la prise de risque. La prise de risque, tu sais, c'est de là que, enfin, le mot risque vient de risgo en vénitien, donc le récif. C'est-à-dire, tu as un bateau qui part, il peut se prendre un récif. Une assurance, elle assure donc des risques parce qu'au départ, c'était un récif. Tu prends par exemple la compagnie Shell. En fait, c'était la compagnie d'assurance maritime Shell, le coquillage qui protège. Ouais. Et donc Royal Dutch Shell, à l'époque, dans beaucoup d'industries pétrolières, le transporteur prenait plus de marge que le producteur de pétrole. Et donc Shell, c'est l'assureur qui va prendre le dessus sur le producteur et celui qui avait vraiment la main sur le pétrole. Donc le risque, c'est la nature même de l'humanité. Et tu peux détecter les projets politiques foireux au fait qu'ils essaient de prétendre qu'il y aura zéro risque. La mentalité Maginot. Dire que l'État va assumer tous les risques pour les gens. Dire que la sécurité, c'est la première des libertés. Comme Manuel Valls l'avait dit une fois, tu vois, au Parlement.
Ça, tu peux vraiment détecter les projets politiques foireux au fait qu'ils arrivent en te disant « moi, je vais faire disparaître les risques ». On est dans un vaisseau spatial lancé à une vitesse sidérale dans un univers qu'on ne connaît pas du tout. Quelqu'un qui arrive en disant j'élimine les risques, c'est quelqu'un qui te bullshit. Oui, il y en a toujours. Il peut être minimisé, mais il y en a toujours. Ouais. Et après, on a tendance à dire aussi que ne pas prendre de risque, c'est le plus grand risque. Ah oui, mais c'est ce que tu vois avec la mentalité Maginot. 40, on va faire une tranchée de luxe avec du béton, des coupoles, etc. Pouf, en 6 semaines, le pays est plié en deux. C'est ce que tu vois avec le rapport Terry sur Internet, un major de l'école polytechnique, un type qui est le genre idéal, qui est ingénieur général des télécoms, etc. Il te dit qu'Internet n'a pas d'avenir commercial. Donc, tous ces gens qui arrivent en te disant il faut laisser l'État prendre des risques, ils n'ont rien pigé. Ils n'ont rien pigé. Il y a beaucoup de choses à refaire dans le système. Ouais. Mais tu sais, un homme libre, c'est un homme qui risque. Un homme qui risque pas, c'est pas un homme libre. Et donc, du coup, ce serait quoi pour toi pour qu'une personne ose prendre des risques? Ce serait quoi qu'il lui faudrait qu'elle développe éventuellement? Alors, moi personnellement, il y a vraiment ce côté l'aversion aux pertes. C'est-à-dire, si tu fais en sorte que les gens aient moins peur de l'échec, tout de suite tu encourages la prise de risque. À l'école, on t'apprend une aversion aux pertes qu'on a naturellement. Les humains ont naturellement une aversion aux pertes. Il y a certains humains qui naissent avec une moins grande sensibilité aux pertes, mais à l'école, on t'apprend l'aversion aux pertes, en particulier en France. On t'apprend qu'il vaut mieux rien faire que de foirer. Et tu vois que les notes négatives, à une époque, on filait des notes négatives. Encore aujourd'hui, tu as des gens qui donnent des notes négatives. Ça te dit quoi, la note négative, comme message? Ça te dit, t'aurais mieux fait de rien faire. T'aurais mieux fait de même pas essayer. Cette mentalité du n'essaye même pas, c'est la première chose à désinstaller pour encourager la prise de risque. Quand on se casse la figure, on repart, on recommence. C'est ce que disait Steve Jobs pour la Silicon Valley. Ce niveau, tu vois, Elon Musk, le nombre de fusées qui ont explosé. Mais en France, il a mis son propre argent pour que ça fonctionne. Mais oui, il a mis son propre pognon. Enfin, je veux dire, en France, c'est impensable. En France, c'est impensable. Tu aurais une brochette d'universitaires qui n'ont jamais pris le moindre risque de leur vie, qui auraient dit, mais regardez, ces fusées explosent, ça prouve bien que c'est un rigolo. Aujourd'hui, la famille d'Elon Musk a peur que les Russes l'assassinent. Parce que tu sais, quand tu vois les parts de marché qu'il a pris à Soyouz, quand tu vois aussi sur l'industrie pétrolière avec les Tesla, etc., bon, ce type est devenu un des ennemis numéro 1 de l'économie russe, malgré lui. Ce n'était pas son but, il est allé en Russie, il a dit je veux vous acheter des fusées, ils l'ont regardé, ils ont fait mais t'es qui, tu vois. Donc non, en France, on ne peut absolument pas avoir un Elon Musk parce qu'il aurait été noyé sous 3 couches de ce qu'on appelle dans le dictionnaire d'Oxford, Furor Academicus, ça porte un nom depuis le XIIIe siècle. Ça qui est marrant, c'est que déjà à l'époque, tu sais, le mouvement scolastique au Moyen-Âge, avec des gens qui résonnaient comme des tambours, etc., déjà c'était écrit dans le Oxford, ce qu'allait devenir le Oxford English Dictionary, Furor Academicus. C'est même la raison pour laquelle Cambridge a été créé. D'ailleurs, c'était des universitaires d'Oxford qui avaient été chassés, les mecs avaient été bannis, et ils ont créé l'université de Cambridge, qui aujourd'hui est devant Oxford. Donc, on a eu notre période de prise de risque en Europe. On pourrait la revoir. La France, par exemple, a eu Suez, qui était vraiment l'époque du canal de Suez, c'est l'époque de la mentalité Jules Verne, c'est l'époque où la France risque tout, c'est la plus grande période d'exploration sur le plan de l'histoire de France. Et ensuite, la France se rate sur Panama, Ferdinand de Lesseps ruiné, à moitié fou, etc. T'as la Première Guerre mondiale, t'as les gueules cassées, c'est fini, on ne prendra plus jamais de risque à partir de là. Et un pays qui rémunère l'absence de prise de risque est un pays qui se met dans le formol, et c'est ce qui s'est passé depuis. Moi, je pense quelque chose qui aussi n'aide pas les gens à prendre des risques, dans le sens où si tu observes le système américain, nous, on a beaucoup de filets. Oui. Ça veut dire, bon, les gens, ils en sont contents, mais chômage, RSA, ça dépend quel filet, parce que tu vois, d'un côté, si quelqu'un foire, il est banni, il est, c'est l'anathème, quoi. Tu as des gens qui vont reparler de ça, qui vont te le ressouligner pendant des années, alors que tu regardes le cas américain, les gens foirent, ils recommencent, le patron de LinkedIn, le patron de Salesforce, tous ces gens qui ont été interdits bancaires, le patron de Zenefits qui avait un cancer des testicules, qui a raté plusieurs jobs, Jack Ma, putain. Jack Ma. C'est un bon exemple. Jack Ma, qui dit à ses enfants, n'ayez surtout pas plus de 13 de moyenne. Si vous avez plus de 13 de moyenne, vous êtes en train de mettre tous vos œufs dans le même panier, bande d'imbéciles. Le monde académique, il est en train de mourir. Le monde universitaire est en crise à l'échelle mondiale. Le système éducatif aujourd'hui n'est pas du tout adapté au monde actuel. Pas du tout. Mais donc du coup, est-ce que
parce que tu as quand même beaucoup de bagages universitaires. Ça m'a appris qu'il ne fallait pas l'avoir. Ok. Ça m'a appris, tu vois. Si c'était à refaire, j'aurais commencé à entreprendre tout de suite. Okay. Donc pour toi, on n'a pas besoin de faire des études pour réussir concrètement. Ah non, pas du tout, ça on le sait. Non, mais on le sait depuis Léonard de Vinci. Léonard de Vinci n'a jamais été reconnu comme humaniste de son temps. Jamais. Il parlait ni latin ni le grec, donc il ne pouvait être reconnu comme humaniste. Quand il devait donner son pédigré, il mettait « Je suis Léonard, fils de l'expérience », puisque de toute façon, il n'avait pas fait Bologne ou Milan ou ce que tu veux, il ne pouvait pas dire « Je suis un humaniste très prestigieux de telle académie ». Et il a été, aujourd'hui c'est celui qu'on cite en numéro 1 quand on pense à l'humanisme, c'est Léonard. Eh ben, les gens seraient surpris de savoir que jamais de son vivant il a été reconnu comme humaniste. Donc on le sait depuis très longtemps, en réalité depuis l'Antiquité, tout simplement parce qu'un homme peut fonder une université, mais j'ai jamais vu une université créer un homme. L'humain est plus grand que toutes ses créations. C'est une réalité. L'humain est plus grand que toutes ses créations. C'est du loisir d'un humain de créer une université. Si un humain est bon, claque dans ses doigts, il se concentre sur un grand problème mathématique, philosophique, etc., il peut créer une université. Jamais une université créera un humain. En France, on a cette subservience effectivement aux écoles, aux trucs. On pense que les gens sont grands parce qu'une école leur a attribué un... Tu sais, c'est la mentalité en fait profonde, médiévale, des patentes royales. Il fallait une patente pour ouvrir un moulin. Les Français aiment beaucoup ça. Est-ce que tu as une patente? Alors ça a survécu à la Révolution. La France n'a pas aboli les privilèges, elle les a simplement redistribués par concours. Donc les patentes sont toujours là. Tu avais quelqu'un qui pouvait contrôler, je crois que j'exagère même pas, le calibre des navets dans l'Ancien Régime. Alors tu achetais une charge royale de contrôleur des calibres des navets. Bon, peut-être combien tu en as aujourd'hui des contrôleurs de bidules chouettes de deuxième classe, de première classe. C'est plus le roi qui délivre ses titres, mais c'est la même chose. Et encore une fois, vivant en Suisse, je vois bien ce que c'est que le millefeuille administratif français. Pourquoi tu as choisi de vivre en Suisse? C'est la plus grande démocratie, c'est la plus profonde démocratie au monde. C'est le pays le plus démocratique sur Terre. T'as pas de pays plus démocratique que la Suisse dans le monde. Point. Dans quel sens? Ah, dans le sens du vote direct. Okay. Tu sais pourquoi ils ne parlent pas du référendum d'initiative citoyenne en Suisse? C'est parce qu'ils l'ont par défaut. Eux, leur système est basé là-dessus. En Suisse, on ne parle jamais de politique, parce que la politique est saine. Tu sais, quelqu'un qui te parle de sa température corporelle, c'est quelqu'un qui a la fièvre. Quand tu es sain, tu ne vas pas parler aux gens. J'avais 37 ce matin. Tu dis, j'avais 40, et là tu parles de ta température. La France parle de politique parce qu'elle a une politique chroniquement malsaine. Chroniquement malsaine. En Suisse, tu n'as que 7 ministres. Constitutionnellement, il y en a 7. Il n'y a pas de sous-secrétaire d'État, il n'y a pas de secrétaire d'État, machin. Tu as 7 conseillers qui ont le rang de ministre, tu n'as pas de président. À eux 7, ils dirigent le pays. Ils sont toujours en cohabitation, toujours. C'est comme si tu avais, je sais pas moi, Eva Joly, Jean-Luc Mélenchon, Marine Le Pen, et puis quelques ministres du centre droit et du centre gauche. À eux 7, ils gouvernent. Ils doivent trouver l'intérêt national et le consensus. Il n'y a pas un gars qui arrive qui dit « je mets des baffes à tout le monde, je suis président ». Le titre de président est totalement honorifique. Il n'y a aucune prérogative qui est rattachée au titre de président en Suisse. C'est pour 1 an, renouvelable. C'est vrai que ça, c'est bien ça. Ils ont 3 niveaux administratifs seulement. 3. Fédéral, cantonal, communal, c'est tout. Ils n'ont pas de ministre de l'Éducation nationale. Il n'y en a pas. Il n'y en a pas, c'est les cantons qui décident. Donc, tu regardes vraiment, enfin, la démocratie suisse, c'est technologiquement la démocratie la plus avancée sur Terre. J'aurais dit à égalité avec l'Islande, mais ils sont 350 000. Et en plus, ils n'ont pas d'armée. Les Suisses, ils ont leur défense. Tu ne peux pas occuper la Suisse. Et même Hitler n'a pas tenté d'envahir la Suisse. Donc, le rapport coût-opportunité d'envahir la Suisse et de la tenir, il est merdique. Donc, ils ont une défense souveraine forte, beaucoup plus forte que d'autres pays, et en même temps, ils ont une démocratie très forte. Ça, c'est un modèle démocratique pour l'Europe, la Suisse. Et comme par hasard, ils ne sont pas dans l'Union européenne. Ce n'est pas du tout un hasard. Donc, oui, ça m'a appris énormément de choses de vivre et de travailler en Suisse. Parce que puis je travaille dans le canton le plus difficile, Neuchâtel. Alors c'est ça qui est marrant, c'est que le canton de Neuchâtel, ils ont le taux de chômage le plus élevé de toute la Suisse. Mon Dieu, 5%. Et donc ils font des efforts surhumains pour essayer de... Ils ont une politique incitative, etc. Mais tu vois, à 5%, ils sont là, mon Dieu, on est mal géré, tu vois. T'arrives en France, ils truquent les chiffres et ils sont à 10. C'est voilà, qu'est-ce que tu veux que je te dise? Donc du coup, il y a un truc qui m'intrigue quand même. Et je pense qu'il serait intéressant que tu dévoiles un peu ça par rapport aux gens. C'est que tu as beaucoup de connaissances, tu as eu beaucoup de bagages universitaires, donc du coup, tu as beaucoup appris. Donc ma première question, c'est comment tu fais pour apprendre autant et rapidement? Faut aimer si t'aimes pas, tu vois. C'est un repas, c'est de la gastronomie. C'est comme si tu imagines,
Quelqu'un arrive, il peut te mettre la liste de tous les repas que tu as fait depuis que tu es gamin. Ça prendrait un hangar, ça serait un entrepôt. Et tu aurais la liste de tous les repas que tu as fait. Un repas de connaissance, vu qu'il n'a pas de masse, tu es censé pouvoir le garder avec toi. Alors l'idéal, c'est quand même de le digérer, hein, c'est-à-dire de pas de ressortir. Tu sais, il y a un grand défaut dans et ce qui fait que les articles universitaires aujourd'hui, personne les lit, c'est que, allez, Smith 2007, Shapiro 2014, et tu mets de la connaissance non digérée, tu mets des bouts de connaissances que tu n'as pas digérées. La vraie connaissance humaine, c'est quand tu as du recul dessus et que tu la fais tienne, que tu n'as plus besoin de citer exactement le bloc de connaissances tel que tu l'as trouvé, puisque tu y rajoutes ta perspective et tu y rajoutes ton expérience. Et ça, c'est la différence entre la connaissance et la compréhension. Mais une fois que tu as digéré de la connaissance, tu peux la garder avec toi. Donc, et c'est ce que disait Idriss Shah, il disait la différence entre la croyance et la connaissance, c'est que la connaissance, c'est quelque chose que tu peux utiliser, alors que la croyance, c'est quelque chose que tu utilises toi. Eh bien, les repas de connaissances, la meilleure façon d'en faire beaucoup, c'est d'aimer ça. C'est de leur donner un goût. C'est d'avoir ta propre initiative. C'est par exemple, quand j'apprenais pour avoir une note, au bout d'un moment, j'en ai eu marre. Quand je suis rentré à Normal Sup, j'ai eu la chance d'avoir cette expérience personnelle, de voir la pédagogie la plus pourrie sur Terre. Les grandes écoles en France, c'est la pédagogie la plus moisie qui existe au monde. C'est le modèle, même les soviétiques étaient meilleurs. J'allais dire c'est le modèle soviétique, même les soviétiques étaient meilleurs honnêtement. C'est Sparte, c'est j'en sais rien, et encore Sparte a été très caricaturé dans la violence. Le modèle pédagogique des grandes écoles françaises, c'est le degré zéro. C'est-à-dire, tu as cette magnifique scène dans Apocalypse Now, où tu as un cuisinier qui dit qu'il s'est engagé dans l'armée, puis un jour il voit les ingrédients arriver, il dit « Oh là là, il y avait cette magnifique viande, la persillée et tout, canon ». Et puis après, j'ai été écœuré, ces enfoirés, ils ont balancé ça dans de l'eau bouillante avec du sel, alors qu'ils avaient la meilleure barbaque du monde. Normal Sup, c'était ça. C'est-à-dire des ingrédients de folie, un gars qui arrive, fuck you, tu vas le manger tout cru, de toute façon, tu as été sélectionné, donc avale. Le degré zéro de la... T'arrives aux États-Unis, c'est normal, vu le prix qu'il paye. 40 000 $ par an, je veux dire, c'est la moindre des choses que le chef, il t'ait fait le plat aux petits oignons, quoi. Et c'est ça la différence entre la pédagogie anglo-saxonne et la pédagogie française, enfin, ou son absence. Donc, j'ai dû désinstaller ce qu'on avait essayé de m'inculquer de force, c'est-à-dire que la connaissance, c'est la souffrance, tu sais. Il faut que tu souffres, il faut que tu aies pris cher. Comment tu as fait pour justement changer toutes ces croyances que l'on t'a instaurées, reprogrammer ton subconscient de certaine manière? J'ai repris le contrôle, c'est-à-dire au bout d'un moment, tu sais, tu as ce mème là, bitch please ou stop, tu as ton prof à Normal Sup, tu as tous ces gérontocrates, là, ces mandarins, tu as fait stop. C'est mon cerveau, c'est mes règles. J'apprends comme je l'entends. Et ça, c'est mon royaume. J'ai appris ça de Richard Francis Burton. Richard Francis Burton dit, c'est ce que je mets dans pas mal de mes dédicaces quand je dédicace un livre, dit fais de ta pensée un empire. Rien n'est plus important, fais de ta pensée un empire. C'est stop. Les gens qui essaient de t'installer un logiciel, qui essaient de te dire comment tu es censé apprendre, qui essaient de te dire ce qui est important pour toi ou pas, stop. Et comment tu fais pour leur dire stop? Ah bah, c'est très simple. Tu remets les frontières, tu dis c'est mon esprit. J'ai entendu ce que tu avais à dire. Une prise de décision. Oui, c'est vraiment ça, c'est de la souveraineté. C'est de la souveraineté mentale. Ils sont très nombreux aujourd'hui, les gens qui veulent avoir le contrôle sur ton espace mental. Les gens qui veulent avoir le contrôle sur tes culpabilités, tu le vois avec le débat environnemental. Aujourd'hui, tu mets sur tous les sujets. Les gens qui veulent t'inculquer une culpabilité permanente pour te contrôler. Les gens qui veulent t'inculquer l'impuissance apprise. Tu ne peux pas le faire. Tu n'as pas le niveau. Tu n'y arrives pas. Tu ne mérites pas. Tu n'es pas à ta place. Tu reposes les frontières de ton mental et tu fais de ta pensée un empire. Et tu ne laisses absolument personne avoir le moindre accès à la souveraineté de ton intellect. C'est tout. Et c'est ce qu'a fait Malcolm X quand tu regardes. Il a mis du temps, parce qu'il est passé d'un maître à un autre. Il est passé avec Elijah Muhammad, qui est devenu un autre maître. Bon, c'était les Blancs d'abord, ensuite c'était Elijah Muhammad. C'est pour ça qu'il n'a jamais atteint le niveau, par exemple, de Martin Luther King, dont tu sais Martin Luther King ne se battait pas pour les Noirs, jamais. Il se battait pour l'humain. Alors que Malcolm X, pendant très longtemps, s'est battu pour les Noirs et ça a été sa grande limitation. Mais en tout cas, il a commencé à faire ce chemin, pas jusqu'au bout, de dire stop, j'ai ma souveraineté mentale. Martin Luther King, pareil, stop, j'ai ma souveraineté mentale. Ça, c'est ce que tout humain doit faire et c'est la première chose que l'école à laquelle l'école s'oppose. L'école te dit, donne-moi ta souveraineté mentale et confiance. D'où l'intérêt de ton livre, Libérer votre cerveau, bien sûr.
Libérer votre cerveau commence par ça. Je parle du neurofascisme. Et ça, Dieu sait que, tu vois, moi, j'avais un ancien tuteur à Normal Sup, mais vraiment le pauvre gars, j'ai de la peine pour lui. J'ai vraiment de la peine pour lui. C'est le bon gars. Il a été fouetté tellement toute sa vie, ce type, qu'il te parle de QI national, de toutes ces bêtises. Et puis, combien de fois, tu sais, il a dit que le QI était la chose la plus importante qui existe aujourd'hui. Tu as un mec comme Nassim Nicolas Taleb qui est infiniment plus compétent en probabilité qui dit non, le QI c'est de la bullshit circulée, il n'y a rien à voir. Je vous démontre statistiquement, je vous sors les probas, le QI c'est de la pseudo-science terminée. Maintenant, il faut s'intéresser à l'intelligence telle qu'elle est. Bien, j'ai vu ce que c'est que des gens, tu sais, Burton disait le rêve de l'esclave, c'est pas d'être libre, c'est d'avoir son propre esclave. Ces gens-là, c'est des esclaves à 50 ans. C'est des esclaves mentalement, c'est des esclaves de leur père, premièrement. Esclaves de tes pères, ça c'est la pire chose. Tu es là, tu peux rien faire sans te demander, mais qu'en dira-t-on? Que penseront les autres? Ça c'est horrible. Un humain dans cet état-là, c'est horrible. C'est un des trucs, pour moi, tu sais, chaque époque a sa barbarie. Les Romains, ils avaient jusqu'à 20 ans de service militaire dans certaines conditions. La barbarie de notre époque, c'est ça. C'est des gens qui, toute leur vie, vont être là. Mais qu'en pense Johnson, les Shapiro, et qui vont jamais rien faire de bon. Et ces mecs-là, ils laisseront aucune trace dans l'histoire. Parce que c'est des fantômes. Et parce que, comme tous les fantômes, tu sais, je me rappelle, Einstein, il y avait eu une pétition de 300 scientifiques. 300 scientifiques, quand tu penses, c'est ridicule, mais c'est comme ça. 300 scientifiques ont fait une pétition contre Einstein en disant que sa théorie ne devait qu'être fausse. Il a répondu, mais s'ils étaient libres, et puis si c'était scientifiquement vrai, une seule aurait suffi. Ce qui ne mettait pas de valeur sur la personne, c'est comme... comment il s'appelle celui qui avait une citation sur à partir du moment où ton mental s'étend, il ne peut pas revenir dans ses anciennes dimensions. Holmes, je ne sais plus quoi, qui disait que peut-être le problème n'est pas les femmes quand elles accouchent, mais peut-être les médecins, si ça avait les mains, on arrêterait d'avoir des... Ça a pris 30 ans. Tu sais, comme pour le scorbut, on avait un peu tout testé, et puis la Royal Navy, ils avaient testé par exemple se couper la moustache, parce que tu avais des médecins très sérieux, des mecs qui étaient en chaire, en académie, comme d'hab, qui étaient là, qui disaient oui, c'est l'air marin, cher confrère, et donc il faut se couper la moustache. Alors ils avaient essayé ça, mais à un moment, un mec s'est dit tiens, il paraît que le jus de citron, dans certains pays, ça, ils ont essayé, comme la Royal Navy avait tellement de bateaux, ils ont fait des tests. Ils ont essayé, ils ont regardé, pouf, alors il y en a un, il va faire un citron, il y en a un, il va faire rasage de moustache, il y en a un, bon. Et puis citron, ça a marché, mais c'est sûr, ça c'est la base de l'expérience, c'est-à-dire t'essayes, tu fais des essais-erreurs. S'ils avaient laissé une académie de médecine chercher, mais on mourrait encore du scorbut, on n'aurait plus de dents aujourd'hui. Donc c'est cet essai-erreur permanent qui crée l'innovation. Et c'est ça les frères Wright. Les frères Wright, c'est de l'essai-erreur permanent, c'est comme ça qu'ils font voler leur avion. Il n'y a que comme ça qu'on peut innover, il n'y a pas d'autre recette. Elon Musk, plein de fusées qui pètent, oui, mais au bout d'un moment, elles ne pètent plus. Du coup, j'ai envie de parler de quelque chose relié à Elon Musk, qui, pour moi, c'est un lien avec tout ce qui est fonction cognitive et tout ça. Sa nouvelle société qui développe Neuralink. En France, surtout, je pense que, en grande partie, et vu que j'ai voyagé pas mal, si tu veux, c'est que je prends vraiment conscience de la mentalité française et de celle de d'autres cultures. Et en France, on a vraiment peur de tout ce qui est intelligence artificielle. Et là, pour le coup, on parle d'une peur et pas peur, mais d'une connexion. Donc, est-ce que tu peux nous en dire un peu plus par rapport à ça? Neuralink, je suis totalement contre, ça c'est clair. J'ai un très grand respect pour Musk, mais Neuralink, ça pour moi c'est une erreur, vraiment c'est un manque de perspective, je ne peux pas le dire autrement. L'idée qu'il faille fusionner l'homme avec la machine, qu'il faille nous mettre des implants dans le cerveau directement. Alors tu as plein de gens qui touchent des bourses de recherche en France. Hein. Tu as un professeur au Collège de France, il a commencé toute sa carrière avec une bourse de la fondation Wellcome pour travailler, tu sais, sur aussi bien de la neuroimagerie. Bon, manque de bol aujourd'hui, on sait que la majorité des articles d'IRMF sont faux, sont juste faux. On ne peut pas les utiliser, ils ne sont pas statistiquement fiables. Mais tu as plein de gens qui rêveraient effectivement d'implanter les gens à la naissance. Allez, à la naissance, demain, pouf, tu aurais un implant tout de suite. Ça serait vraiment ce que j'ai appelé dans mon bouquin le neurofascisme. Une société, la définition du neurofascisme, c'est une société où le cerveau ne sert qu'à la productivité. Et pour la productivité dans l'état actuel, c'est la conformité. Okay. Et tu penses que Elon Musk, c'est sa raison? Non, je pense qu'Elon Musk est... à ce qu'il fait en fait. Non, attention, il veut que l'humain et la machine fusionnent, il l'a dit. Mais ce serait quoi pour toi la raison? Parce que je n'ai pas trouvé de pour lui, il a peur que l'IA nous dépasse. Il dit si jamais on n'absorbe pas l'IA, eh bien, elle va nous dépasser, elle va nous rendre obsolètes et elle va nous tuer, enfin Matrix quoi. Elle va atteindre un niveau, elle prendra des décisions elle-même et on n'arrivera plus à faire quoi que ce soit et elle sera distribuée sur Internet, on ne pourra plus rien faire. Tu sais, il a fait un caméo dans ce film là. C'était quoi? C'était pas Résurgence, c'était avec Johnny Depp. Assez mauvais d'ailleurs, mais il fait un caméo dedans.
Musk est convaincu, bon, c'est marrant, on pourrait faire les profils psychologiques des gens. Musk est quelqu'un qui a un profond complexe d'infériorité, très profond. C'est un mec qui a été victime, tu sais, de bullying en Afrique du Sud. Il a déserté l'armée sud-africaine, pas tant parce qu'elle contribue à l'apartheid, même si clairement ça a été un enjeu, mais parce que ce type se faisait cogner dessus en tant que nerd par les grands néo-ariens de l'armée du collège-lycée et puis de l'armée sud-africaine. Il se serait fait passer la bite au cirage. Voilà. Bon, il ne voulait pas être dans cette atmosphère-là et je le comprends. Mais c'est quelqu'un qui a passé son temps à faire ses preuves et qui est animé par la volonté d'être reconnu. Ça, c'est Elon Musk. Il est animé par la volonté perpétuelle, d'où son importance. Tu crois ça? Bah, parce qu'il est, il est humble, oui, mais il est humble d'une certaine manière. Enfin, tu vois Bill Gates avoir autant d'importance sur son compte Twitter. Tu vois Steve Jobs se demander à quel point il est follow, etc. Enfin, Elon Musk, il y a une nécessité permanente d'être reconnu qui est très grande. Il veut montrer qu'il a raison, comme d'ailleurs Jobs à une époque sur l'action Apple. Mais ça l'anime, c'est bien, c'est pas mal en soi. Mais du coup, c'est quelqu'un qui, au fond de lui, ne peut que penser que l'IA va battre l'humain. Parce que sa propre intelligence, en réalité, il en doute. C'est ça le paradoxe. C'est que, à côté de ce qu'il fait en plus, ça c'est. Mais non, mais c'est ça le truc, c'est que sa propre intelligence, il en doute. D'ailleurs, j'ai vu un universitaire américain qui faisait une conférence sur l'informatique quantique à San Francisco. Et le gars, bon, personne, je ne me rappelle même plus de son nom, le pauvre monsieur. Dans sa conf, il faisait, oui, vous savez, bon, parce que sur l'IA, tu vois, il y avait la pétition sur interdire l'IA armée. Et il disait, on parlait de Stephen Hawking et on parlait d'Elon Musk. Et cet universitaire, dont j'ai oublié le nom à juste raison, eh bien, disait, oui, Stephen Hawking est très intelligent et Elon Musk est très riche. Toute la salle s'est éclatée de rire. Évidemment, Elon Musk n'est pas intelligent. Il en souffre, Elon Musk, de ça. Et il en souffre réellement. Et donc, sa perspective personnelle que l'humain n'est pas à la hauteur de l'IA, l'amène à naturellement prendre la décision de dire si on ne s'équipe pas avec une IA directement, en fusionnel, on ira nulle part. Et il y a tout un tas de neuroscientifiques qui pensent que tu ne fais pas de neurosciences si tu ne perces pas la boîte crânienne, par exemple. Et ça, évidemment, c'est un esprit de notre époque, mais c'est ombre et poussière. Le temps va passer là-dessus et va délivrer son verdict. Mais c'est dangereux, effectivement, parce que c'est ce qu'on appelle le cyberpunk. Le cyberpunk, c'est un monde où voilà, tu es citoyen de la classe de ton implant, et tu peux n'avoir aucune citoyenneté sans implant. Et évidemment, parallèlement, les implants... L'informatique ne fait que se rapprocher de nous. Ouais, on peut le voir, les gens marchent avec leur téléphone dans la main, comme si c'était une extension. T'as ta montre. Donc l'informatique, elle est au poignet maintenant. Et tu parles des montres connectées ou des montres Apple vend plus de montres que toute la confédération helvétique. C'est vrai. Apple, il y a 5 ans, vendait plus de montres que Rolex, qui est le premier vendeur de montres au monde, aussi bizarre que ça puisse paraître, devant Swatch, enfin pas le groupe en entier, mais la marque Swatch. Et aujourd'hui, ils vendent plus que toute la confédération helvétique. Donc, ils te mettent au poignet un tracker qui peut avoir accès à tes paramètres physiologiques, etc. Et à tout. Et à nous écouter. Mais bien sûr, à t'écouter. On le sait. Combien de fois Facebook et Google et Amazon ont confirmé devant des cours compétentes que, oui, ils écoutaient des conversations. Oui, des fois, des mecs arrivaient, ils entendaient des conversations personnelles. Il y a des personnes qui ont fait le test avec le OK Google en disant « Maintenant, on fait le test OK Google » et quand on peut regarder sur le PC, il enregistre, maintenant on fait le test. Ouais. Donc il enregistre un peu avant. Mais donc la question c'est combien de temps avant? Parce qu'il nous montre une certaine... De base, tu sais, Steve Jobs, il aimait, quand il était jeune, il aimait transformer tu sais, en inversant la polarité, tu peux transformer un haut-parleur en micro. Parce qu'un haut-parleur, c'est un micro. Hein. Ouais. C'est comme une dynamo, tu vois. Tu peux faire tourner une dynamo dans les deux sens. Quoi. Tu l'épuises et elle produit de l'électricité. Et puis si tu la fais tourner, elle charge le circuit. Eh bien, un haut-parleur, c'est pareil. C'est un micro. C'est tout. Et depuis très longtemps, on peut transformer des haut-parleurs en micro. Et c'était une technique d'espionnage très connue pendant la guerre froide. Donc aujourd'hui, la totalité de nos caméras, peuvent être allumées. C'est très facile, tu as bien vu que même chez Facebook, ils mettent un bandeau sur... Tu sais, même Mark Zuckerberg, il a donné, la première fois qu'il a fait Facebook là, à Harvard, il a donné des informations personnelles des gens, des codes, des mots de passe, quand il s'est rendu compte que les gens avaient utilisé... Des fois, il saisissait le mot de passe d'un autre compte. Il le gardait. Et quand on lui demandait pourquoi il faisait ça, il avait dit « Mais c'est des cons de m'avoir confié leur mot de passe. » T'as la preuve de ça, dumb fuck, c'est ça qu'il avait utilisé comme mot.
T'as dumb fucks, ils m'ont donné, ils sont cons, quoi. Voilà, bah aujourd'hui, il a 2 milliards de personnes. Donc je comprends les affaires antitrust contre lui, je comprends que les Chinois aient interdit Facebook, c'est la base, enfin, c'est totalement compréhensible. Et s'imagine maintenant, enfin, si on a un implant. Si on a un implant, parce qu'il y a quelques années, on parlait de... Enfin, moi, j'ai découvert ça un peu à la ramasse, de cette puce RG, je sais plus quoi. RFID. RFID, tu sais et là, que tu as du coup, une on boîte en passe Finlande qui l'a fait. Tu as une boîte en Ouais. Finlande qui a fait, tu passais ta RFID implantée sous la peau, et puis tu avais des smoothies gratuits. C'est chaud. Ça prouve que les gens, comportementalement, les gens sont prêts à se faire implanter une putain de puce pour un smoothie. Bah, tu vois, là où c'est intéressant, c'est que ce truc, moi, je l'ai directement rejeté. Après, je ne sais pas si c'est parce que je mets énormément de valeur sur qui Elon Musk est. Son truc de Neuralink, j'ai pas voulu le rejeter tout de suite. Chaque humain a du bon et du mauvais, c'est inévitable. Ce monde est un damier, il y a du noir, il y a du blanc, c'est comme ça. Les gens intelligents comprennent qu'il y a du noir et du blanc dans tout. Je veux dire, tu prends même le patron de l'Abwehr, le service de renseignement nazi, l'amiral Canaris. C'était injuste parmi les nations. Ce mec a saboté l'Abwehr de l'intérieur. On le sait aujourd'hui, il a été fusillé par Hitler. Donc, même au cœur de l'appareil de renseignement nazi, qui torturait les gens, qui leur enfonçait du métal dans le nerf des dents, etc., et qui brûlait les gens. Enfin, même au cœur de cet appareil-là, tu avais des justes. Donc, ouais, parce qu'il y a aussi, je suis tombé sur les travaux que Dr. Jordan Peterson, que tu dois connaître, Jordan Peterson, très bonne référence. qui disait justement quel aurait été toi ton comportement si tu aurais été évidemment à la place surtout de... quand tu es sensible à la pression des pairs. Ouais. Quand tu es sensible à la pression des pairs, c'est foutu. T'arrives, la totalité des gens lèvent le bras, qu'est-ce que tu vas faire? Ouais. Les meilleurs universitaires. C'est ce qui va arriver à ta famille, à toi. Mais il y a ça aussi, mais au-delà de ça, tu es conditionné à ne pas vouloir être rejeté par le groupe. Donc pourquoi, par exemple, tiens, quand Einstein devait aller au Collège de France, tu as eu une pétition contre lui. Et donc le Collège de France a refusé. Il s'est dit, mon Dieu, que va en penser Smith et Shapiro et Johansson et toutes ces conneries. Donc dès que tu es comme ça, que tu n'es plus un homme libre, que tu es enfermé dans le camp dira-t-on, qui est en général ce qu'il y a de plus superficiel chez l'humain, bah tu fais des saloperies. Dès que le vent tourne, dès que l'histoire te pose des moments de vérité, tu regardes par exemple l'expérience de Milgram, tu regardes l'expérience de la prison de Stanford qui te montre à quel point des gens éduqués peuvent devenir des salopards, dès lors que la majorité leur dit qu'il faut être comme ça. Donc c'est aussi pour ça que, normal Sud, Polytechnique, regarde le taux de suicide qu'ils ont. Regarde, ils ont un taux de suicide en France qui est très très supérieur à la moyenne nationale. Et ça ne les dérange pas. Ça les dérange pas, c'est normal pour eux. Ils ne remettent pas ça en question, quoi. Pas du tout. Pas du tout, c'est limite bien pour eux. Donc c'est la pathologie devenue une vertu. Tu regardes, voilà, Burton, encore une fois, disait, dans le cours de l'histoire, chaque vertu a été condamnée comme un vice et chaque vice a porté la couronne de la vertu. Donc, non, se remettre en cause, c'est pas du tout... les gens pour qui la conformité est la vertu suprême sont incapables de se remettre en cause. Ils ont eu une amputation de leur capacité à se remettre en cause. C'est fini. Tu vois, pour moi, quand on se remet en cause, on prend surtout un recul par rapport à nos propres pensées, à ce que notre manière de fonctionner. Qu'est-ce que tu penses de... On se libère, c'est aussi simple que ça. Du coup, qu'est-ce que tu penses de l'intérêt de la méditation par rapport à ça? Alors, tu sais, aujourd'hui, c'est assez marrant. Tu vois beaucoup de gens qui disent « Ah là là, le coaching, c'est pas bien. » C'est tous ces gens qui voulaient avoir un contrôle sur autrui. « Ah, le coaching, ça nous envahit. » Désolé, je vais citer Burton une énième fois. Mais il ouvre son grand poème par le développement personnel est seul et suffisant comme but de l'existence. Le développement personnel est seul et suffisant comme but de l'existence, il n'y en a pas d'autre. L'humain est là pour apprendre, c'est tout. Donc ça inclut de digérer de la connaissance, mais de la connaissance plutôt de la compréhension, au contact réel. La vraie vie est une grande leçon que nous n'avons jamais su émuler. Les gens qui performent aux académies militaires sont souvent des tanches absolus sur le champ de bataille. La première chose que tu vois disparaître sur des gens qui vont vraiment au combat, c'est toutes les conneries du bouton de guêtre, est-il à la bonne place, la cravate est-elle bien en double Windsor, etc. Toutes ces conneries-là, ça disparaît sur un champ de bataille. Parce que c'est la même différence entre la vie notée et la vraie vie. Donc, le développement personnel, seul et suffisant but de l'existence humaine. Point. Et la méditation, dans ce cas-là, c'est l'instrument idéal du développement personnel. J'ai fait récemment une cérémonie de l'ayahuasca. Et la cérémonie de l'ayahuasca te fait passer par une expérience où tu perds ton corps. Et tu comprends exactement ce que c'est que
on a un corps pour une période fixe, pour une période limitée, très limitée, et vraisemblablement, on a un esprit pour une période illimitée. En tout cas, toutes les religions abrahamiques s'accordent là-dessus, et toutes les spiritualités, c'est même le principe d'une spiritualité, s'accordent là-dessus. On vit à une époque infiniment matérialiste, et ça explique le succès de Marx, si tu veux, dont la totalité de la philosophie est basée sur le matérialisme. Puis Hegel avant lui, mais le matérialisme. Donc on vit à une époque où toutes les autorités nous disent matière, 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 matière. Bon. Et évidemment, ça ne peut être, cette époque-là ne peut aboutir qu'au transhumanisme, ne peut aboutir qu'à comment prolonger la matière. Comment prolonger la matière. Malheureusement, notre compréhension matérielle de l'univers, elle est assez ridicule. Hein. Bon, on vient de découvrir à peine la matière noire, on ne sait pas trop pourquoi elle est là, on ne sait pas trop comment elle fonctionne. Mais voilà, on est entouré de haut-parleurs qui crient matière. Et ça ne peut mener qu'à un mal-être profond, puisque la matière, elle va mourir. Bon, la matière, elle n'est pas éternelle, elle va mourir. Bon. Et voilà, ça ne peut créer qu'une dissonance. Alors soit tu l'ignores, tu dis Yukaidi, Yukaida, j'y pense pas. Soit tu t'essaies de te faire cryogéniser, et puis du coup, paradoxalement, tu vois, quand tu dis matière, 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 philosopher, c'est apprendre à mourir. C'est Montaigne qui a dit ça, donc tu élimines toute philosophie. C'est le harakiri de la philosophie, le matérialisme, parce que c'est la philosophie qui se suicide, puisque tous les philosophes te disent philosopher, c'est la mort. Philosopher, prépare-toi à mourir, c'est ça la philosophie. C'est le stoïcisme. C'est mourir avant de mourir. Mais oui, mourir avant de mourir. Et que, aussi bien, tu vois, Mahomet disait, mais que tous les grands sages. Et là arrive une sorte de substitution du matérialisme qui prend la place de la sagesse et qui dit non, non, matière, 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 il n'y a que ça. Et bien, ça mène nulle part. Enfin, ça nous mène à l'impasse aujourd'hui spirituelle que Guénon avait très bien comprise, qui est une sorte d'enfer. La méditation est une sortie de ça. Et c'est ce qu'ont parfaitement compris les bouddhistes, dont le seul métier est de préparer comment dire, au défi que l'esprit en reste encore. C'est ça, le métier du bouddhisme, c'est ça. Hein. Le métier du bouddhisme, les nobles vérités du bouddhisme, c'est la souffrance existe. Bon. La souffrance existe et c'est l'esprit qui la cause. C'est pas les conditions matérielles qui causent la souffrance, c'est l'esprit. C'est très dur, il faut 20 ans, parfois toute une vie pour comprendre ça. Et la première réaction des gens quand tu leur dis ça, qui ne sont pas évolués spirituellement, c'est de dire « mais pas du tout, tu vois bien que… » Là, la confrontation. C'est plus facile de pointer du doigt à l'extérieur que de pointer vers soi. C'est la première constatation des bouddhistes, c'est l'esprit qui cause la souffrance. Les conditions matérielles extérieures sont inférieures à la souffrance que peut te causer ton propre esprit, même si tu es plein aux as, même si tous tes besoins de Maslow sont vérifiés. Tu peux être dans un état de souffrance absolument indescriptible si ton esprit t'y met. Et donc, contrôler ton esprit en faisant les bons mouvements. Quand tu fais une cérémonie de l'ayahuasca ou quand tu étudies la religion égyptienne, tu sais, chez les musulmans, la religion égyptienne est la base de la spiritualité d'Abraham. Chez les musulmans, Abraham construit la Kaaba. C'est ça qui est assez marrant ou triste ou tragicomique, c'est que la Kaaba pour les musulmans, la Kaaba est un haut lieu du judaïsme. Abraham, qui est le plus grand prophète du judaïsme avec Moïse, c'est lui qui crée la Kaaba selon les musulmans, après avoir été initié au mystère égyptien. Et ces mystères égyptiens, c'est la mort. D'ailleurs, c'est très intéressant parce que vraisemblablement, les Égyptiens savaient préparer une boisson comparable à l'ayahuasca. Puisque l'ayahuasca, c'est de la DMT, donc diméthyltryptamine, qui est produite par la glande pinéale, donc l'épiphyse qui libère cette hormone quand on rêve. Donc c'est l'hormone du rêve, et c'est pour ça que les Indiens appellent ça la liane de rêve. Et la DMT, on en trouve dans l'écorce de certains acacias. Okay. Et ce qui est assez marrant, c'est que un des signes de reconnaissance de la plupart des francs-maçonneries, c'est de dire l'acacia m'est connu. L'acacia m'est connu. L'acacia qui est le symbole de fraternité, mais chez les Égyptiens, il y avait certains mystères où on préparait une décoction à base d'écorce d'acacia qui produisait de la DMT. Et vraisemblablement, moi je ne peux pas imaginer qu'ils n'aient pas trouvé en 4000 ans d'histoire égyptienne quelque chose qui faisait que cette DMT durait plus longtemps, puisque c'est ça l'ayahuasca, c'est de la DMT plus quelque chose
qui inhibe l'enzyme. Enfin, attention, je dis c'est ça matériellement. C'est toujours pareil, cette civilisation, matière, voilà. Pour les gens, on reste conditionné à pour les gens qui peuvent parler que le langage matériel, voilà ce qu'est l'ayahuasca, c'est de la DMT plus quelque chose qui inhibe l'enzyme, qui la dégrade. Et les Égyptiens, je pense très certainement, avaient trouvé un inhibiteur de l'enzyme également. Mais donc c'est marrant, enfin, chez les Égyptiens, il y avait ça aussi. Donc toi, tu recommandes aux gens de tester cette expérience pour découvrir certaines choses? Non, pas aux gens, non. C'est sur mesure. Justement, tu vois, c'est ça. L'Occident adore la conformité. Parce que tout son pouvoir matériel vient de sa capacité à standardiser. Tu vois, ça commence avec l'arsenal de Venise. On commence à standardiser des pièces. En réalité, ça commence déjà chez les Carthaginois, qui étaient les Phéniciens occidentaux. Les Carthaginois avaient des méthodes de construction navale qui étaient standardisées. Les Vénitiens vont les poursuivre, même si c'est sans doute pas par influence directe, mais il y aura l'arsenal de Venise, qui est un des grands précurseurs de la standardisation. Puis bien sûr, après, la taylorisation, le fordisme, etc. L'Occident adore la standardisation. L'Occident a une passion. Tu sais, Bouddha disait le poison c'est la dose. Enfin, ça c'est Paracelse réellement, mais Bouddha avait la même définition de ce qu'est un poison. Tout ce qui est excessif est un poison. Et l'excès de standardisation de l'Occident le met dans ce vide spirituel profond qu'il est en train de vivre. Parce qu'il nous rend plus uniques. Il faut en sorte qu'on rentre tous dans la même boîte, quoi. Ouais, c'est ça. Bon, et c'est ce qui crée ce malheur permanent. Donc, l'approche immédiate d'un occidental vis-à-vis de quelqu'un qui lui témoignerait d'un certain enthousiasme pour l'initiation spirituelle de ces chamans, elle serait dire « Ah, il faut tous le faire, on devrait tous le faire ». Tu sais combien de fois tu entendras cette expression « On devrait tous le faire ». Non, non, l'ayahuasca, il ne faut certainement pas que tout le monde le fasse. Il y a des milliers de chemins spirituels. Non, mais même pas avant. Tu as des gens qui attaquent. Tu n'as pas besoin. Enfin, le Dalai Lama, il n'a jamais pris d'ayahuasca de sa vie. Il a un level spirituel. Je pars du principe que tu as juste besoin de l'air. Parce que personnellement, j'ai pas fait de l'ayahuasca, mais j'ai fait différentes substances, plein, des légales, des illégales dans différents pays. Je veux dire, la définition de Molado Piazza, c'est les définitions soufis comiques, disait la drogue, c'est la source d'illumination des ignorants. Mais pour les soufis, ignorant, c'est à double sens. Parce que par exemple, l'émir Abdelkader, un très grand soufi, il étudiait un passage du Coran, il disait « L'homme est injuste et ignorant ». Il disait « Oui, mais à un niveau de lecture, ignorant, ça peut être bénéfique dans le sens où on est ignorant, donc on fait en sorte d'apprendre. Ouais, exactement, tu es dans l'état d'ignorant, donc tu te dis que tu veux apprendre, je sais que je ne sais rien. Et puis, tu vois, qui nous va de Socrate à Jean Gabin. Jean Gabin a fait toute une chanson là-dessus. Hein. Maintenant, je sais que je ne sais rien. Donc, c'est cette Sophia Perennis, cette sagesse universelle qui a des résurgences en permanence. Mais non, tu peux atteindre à l'élimination spirituelle sans aucune substance, évidemment. Juste avec l'air qui nous entoure. Moi, je pars du principe que tout est à disposition. Même en dehors de l'air, je veux dire, tu concentres la méditation, enfin, c'est ça. Oui, les mouvements respiratoires, c'est très important. Bon, les yogis, les bouddhistes, ça c'est clairement te disent que les mouvements respiratoires, c'est un moyen excellent de calmer son esprit. Mais voilà, pour l'ayahuasca, je ne recommande absolument pas à tout le monde d'essayer. Moi-même, j'ai attendu 5 ans. Tu pensais depuis 5 ans avant de passer à l'action? J'ai rencontré des chamans pendant la quinzaine amazonienne à Paris. Et j'ai rencontré des chamans qui savaient préparer l'ayahuasca. Et ils m'ont soufflé dans le nez le tabac râpé, le fameux tabac râpé. Et tu as fait la cérémonie des 3 tabacs? Alors non, je vais juste faire juste le râpé. Et en fait, tu sais que sous ayahuasca, à un moment donné, on te le refait pour si jamais tu pars trop, etc. Ça peut être un moyen de te remettre les idées en place. Et j'avais juste fait ça une fois. Je me dis non, l'ayahuasca, j'ai pas envie d'essayer parce que j'ai un chemin et pour l'instant, ça serait un écart trop grand. Bon. Et puis j'étais crevé, etc. J'étais au Brésil, j'avais beaucoup de stress. Ensuite, j'avais beaucoup de boulot. J'écartais d'anciens associés complètement incompétents d'une autre boîte. Enfin, tu sais, c'est beaucoup de fatigue. Et je me dis tiens, je vais essayer. Et effectivement, ça m'a servi, ça m'a apporté des choses. Mais il y a d'autres personnes, tu sais, il faut se prémunir de l'ésotourisme. L'ésotourisme, ça peut être très dangereux. Tu as des gens qui meurent parce qu'ils n'étaient pas du tout prêts. L'ayahuasca, c'est une épreuve, hein, ça n'a rien de récréatif. C'est pas un truc, c'est pas la route des vins, quoi. C'est pas t'essayes, pouf, tiens, je vais essayer ce château Aubryon. Non. Si t'es pas prêt, c'est pire que la douleur physique.
La douleur spirituelle que tu peux subir quand tu es sous ayahuasca, elle est à un level tellement indescriptible que je ne souhaiterais pas ça à mon pire ennemi. Hein. Donc, non, je ne recommande absolument pas à tous les gens d'essayer. Non, non. Voilà, eux de faire leur propre expérience de leur côté et s'ils ressentent cet appel, d'y aller. Tu peux, voilà, on a tous, un jour on a demandé à Idriss Shah pourquoi étudier le soufisme. Il avait dit parce que l'homme a été créé pour l'étudier. Ce que les soufis appellent tasawwuf, il faut se méfier des ismes. Le isme, c'est mettre des ismes partout, tu vois. Ça, c'est le prêt-à-penser. Tu arrives, tu dis, oh mais ça c'est de l'essentialisme, mon cher, ça se voit tout de suite. C'est mettre une boîte, tu rentres plus dans l'essence de la pensée, l'essence de ce que la personne a voulu dire. Tu vois, par exemple, le mot impressionnisme, il a été créé par des critiques, des impressionnistes. Debussy, on dit c'est de la musique impressionniste. Allez vous faire foutre, c'est Debussy. C'est pas Debussy, il rejetait cette notion. On colle des ismes sur les gens parce que c'est typique des personnes qui sont incapables de faire des efforts intellectuels profonds, c'est-à-dire d'avoir une pensée originale et une pensée singulière, totalement singulière. On a les empreintes digitales, on peut avoir une empreinte mentale aussi. Et donc, avoir une pensée totalement singulière, c'est s'affranchir de tous les ismes. Parce que les ismes, c'est juste pour ne pas avoir à rentrer dans ce que le courant de pensée voulait vraiment dire. Donc tu sors juste c'est une poignée mentale. C'est facile pour déplacer des conteneurs, mais au bout d'un moment, les gens ne rentrent même plus dans le conteneur. Ils mettent juste un isme. Donc tu as un conteneur, existentialisme, essentialisme, impressionnisme, ceci-isme, ceci-là-isme. Bon, ils ne rentrent même plus dans ce que vraiment l'auteur voulait dire. Et ils déplacent juste des blocs en disant, mais on voit tout de suite. Bon, ça, c'est le prêt-à-penser. Le isme est la marque absolue du prêt-à-penser. Le père de tous les ismes, c'est l'académisme, qui est juste l'évolution du scolasticisme médiéval, la pensée mécanique, l'orthodoxie mécanique. Et après, on pense savoir sans même savoir, mais on pense voir sans voir. Mais oui, dans un ordre d'idées différent, il y avait Krishnamurti qui disait si tu regardes l'arbre, tu ne vois pas l'arbre. Ce que tu vois, c'est l'image de l'arbre. C'est ce qu'ont dit les soufis. Les mots doivent mourir pour que les humains vivent. Les mots doivent mourir pour que les humains vivent. Il y a cette très belle histoire que j'aime beaucoup, que sort Attali et qui est assez magnifique. Il te sort, tu sais, les conteneurs de pantalons. C'est-à-dire, t'as machin, là, t'as Moshe, il dit, tiens, j'ai un conteneur de pantalons et je te les vends 5 $. Ah, super, il achète le conteneur de pantalons. Et puis donc, ensuite, Moshe le passe à, j'en sais rien, Raphaël, Gabriel, 10 $, etc. Puis ça passe, puis à la fin, il y a quelqu'un qui achète le conteneur pour 50, 100 $ le pantalon, et il l'ouvre, il fait, mais il y a 3 jambes. Et les autres se disent, bah oui, mais c'est pas fait pour mettre, c'est fait pour vendre. Ça, c'est une belle métaphore de la finance actuelle, c'est-à-dire tu regardes même plus ce qu'il y a dedans, tu vois, c'est pour ça qu'on avait inventé le jus d'orange concentré surgelé, le FCOJ, Minute Maid, le cadavre de jus d'orange. De la même façon que le jus d'orange concentré surgelé, c'est du cadavre de jus d'orange, le isme, c'est du cadavre de la pensée. Quelqu'un qui a dit, oh, c'est l'essentialisme, cadavre de pensée, c'est de la pensée morte. C'est pas quelqu'un qui réinterprète les textes lui-même, qui essaie de comprendre les intentions profondes de l'auteur, et qui... non, c'est du Minute Maid. Donc Minute Maid, c'est quoi hein? C'est du jus d'orange concentré surgelé avec de l'eau du robinet rajoutée. C'est l'expérience gustative d'un jus d'orange concentré surgelé par rapport à un jus d'orange fraîchement pressé, on est bien d'accord que c'est pas la même chose. L'expérience intellectuelle d'un penseur libre qui met pas des ismes partout, versus l'expérience intellectuelle d'un académique qui met des ismes partout pour essayer de son porte-conteneur de la pensée, eh ben il y a autant d'écart entre ces deux expériences intellectuelles qu'il y en a entre une bonne orange sanguine fraîchement pressée ayant poussé sur les flancs de l'Etna et un Minute Maid dégueulasse. Il n'y a pas photo. C'est pour ça que même, tu vois, les soufis utilisent peu le mot soufisme. Ils l'utilisent parce qu'il y a une règle, c'est tu dois parler aux gens selon leur niveau de compréhension. Mais en réalité, mais ça, c'est une bonne règle parce que si on veut transmettre un message en fonction de comment on l'exprime, il ne va pas être, bien sûr, écouté. Il y a des gens qui ne sont pas prêts, tout simplement. Mais voilà, se méfier du prêt-à-penser. Et donc, combien de chefs indiens te diront les mots t'appartiennent? Les sociétés traditionnelles, les chamans, etc., se méfient énormément des mots. Mais ce qui m'a beaucoup impressionné dans la cérémonie de l'ayahuasca, surtout en amont, que le chaman dit « voyez ça comme une technologie ». Voyez ça comme une technologie. Et là, tout de suite, ça parle à un occidental. C'est plus les gris-gris. Vois ça comme une technologie
Et c'est vrai que même moi, tu vois, j'ai grandi en Occident, bah, évidemment, ça m'a plus parlé. Je me suis dit, ah mais je comprends. Et quand tu es dedans, tu comprends que c'est une technologie, que c'est effectivement rien d'autre qu'une technologie. Et que bah, de la même façon que tu peux aller dans une ville en bateau, en train, en avion, à pied, en bicyclette ou en trottinette électrique, et bah, tu peux prendre de l'ayahuasca ou pas, tu peux voyager. Voilà, le voyage spirituel, tu le fais comme tu l'entends, ou comme les circonstances attirent ton attention. Mais je recommanderais évidemment pas. Enfin, voilà, ayahuasca made, quoi. Quand tu auras de la canette d'ayahuasca, c'est là qu'on sera tous baisés. Qu'on sera pareil. Une petite question pour revenir sur ce que tu disais à un moment donné, tu parlais de fatigue. Donc du coup, qu'est-ce que tu penses de l'importance du sommeil par rapport aux fonctions cognitives? Tu sais, aujourd'hui, on est coupé des étoiles, c'est un des plus grands crimes de notre civilisation. Toutes les plus grandes civilisations se sont faites en reliant le ciel et la terre. Stonehenge, le temps des pyramides, 4000 ans le machin. Plus de 4000 ans si tu reprends les toutes premières origines. Tu voyais les étoiles. Solstice d'été, tu voyais les étoiles, tu avais la cérémonie druidique. Le Machu Picchu, tu voyais les étoiles. Bagdad. Un des plus grands crimes culturels de notre civilisation, c'est de nous avoir coupé des étoiles. On n'imagine pas ce qui peut arriver à un humain qui a dépensé des attes dans le ciel. Donc pour toi, en fait, le fait d'être coupé, juste pour que j'essaie de comprendre, le fait d'être coupé des étoiles, c'est dû principalement à tout ce qui est système d'éclairage, pollution lumineuse permanente, ce qui a un impact sur notre sommeil aussi. Donc oui, notre sommeil est devenu de plus en plus malsain. On a une perturbation endocrine permanente dans les villes où, normalement, tu sais, un humain doit se réveiller avec un taux de cortisol élevé, qui doit être même le plus haut de sa journée, sauf s'il rencontre un tigre à dents de sabre. Hein. Mais l'humain doit se réveiller avec un taux de cortisol le plus élevé de sa journée, il doit s'endormir avec un taux de cortisol le plus bas, et il doit s'endormir avec un taux de mélatonine le plus élevé, et se réveiller avec un taux de mélatonine le plus bas. Et c'est l'inverse chez la plupart des gens. Ouais, on accumule un taux de cortisol qui s'élève de plus en plus, il y a énormément de gens en ville qui se retrouvent au lit avec un taux de cortisol élevé, donc insomnie, panique nocturne, etc. Et puis c'est pour ça qu'on disait pendant longtemps la mélatonine cause des cauchemars. Pas du tout. Ce qui cause des cauchemars, c'est d'avoir mélatonine et cortisol élevés en même temps. Oui, si tu t'endors avec mélatonine et cortisol élevés en même temps, tu vas faire des cauchemars. Mais c'est pas normal de s'endormir avec un taux de cortisol élevé. Donc ramener quelques animaux en ville peut être une solution. Les bars à chats au Japon, parce que voilà, tu émets de l'ocytocine. Tu as la conférencière Émilie Bayou, elle soutient le management par le cheval. Elle fait des conférences sur ramener le cheval en ville, cheval as a service, si tu veux, pour parler justement selon le niveau de compréhension des gens. C'est-à-dire, on ne va pas évidemment rouler tous en calèche, mais juste remettre un peu de chevaux en ville comme une épice, tu vois, 1% de la masse, 50% du goût, pour que les gens puissent avoir un contact animal en ville, pour monter ou simplement prendre des cours de management, comment donner un ordre à un animal qui ne va pas réagir comme un humain, pour apprendre la patience, etc. C'est très intéressant, management facilité par le cheval. Pour les relations interpersonnelles, le cheval nous apprend beaucoup. Donc, ça, c'est vraiment, voilà, le sommeil, c'est un des grands crimes, la santé du sommeil. Et tu vois les limites profondes de l'arrogance académique actuelle. On ne sait pas à quoi sert le sommeil. On peut tourner ça dans tous les sens qu'on veut, on ne sait pas à quoi ça sert. Ça nous sert, moi je pense quand même à se sentir bien. Ça, c'est qu'on apprend à dormir. Et ça prouve bien que tu le sais plus intuitivement qu'un universitaire pourrait te dire exactement à quoi sert le sommeil. Oui, parce que en fait, j'ai fait des tests, j'ai commencé à me renseigner, à dormir avec des masques, à supprimer la lumière bleue de mon téléphone, même toute la journée. Alors, quand tu dors avec un masque, n'oublie pas, prends toujours un masque qui peut laisser le REM, le Rapid Eye Movement. Je sais, il n'est pas fait mon Rapid Eye Movement parce que j'ai cette bague qui permet de checker justement. Et j'ai étudié même la caféine. Bon, là, j'en ai pris un peu à 16 h, mais après 14 h, je peux voir que mon Rapid Eye Movement en a affecté. Dès que je prends de la caféine, en fait, j'ai fait plein de tests sur plein d'aspects différents. Pareil, faire du sport le soir. Mon sommeil profond n'est pas le même que quand j'en fais le matin. Ça dépend quel sport tu fais. Si tu fais du cardio ou pas, si c'est aérobie ou si mais donc, du coup, en fait, j'ai fait plein de tests et j'ai vraiment... Parce que pour reprendre l'entrepreneuriat, chose que tu apprécies et que j'apprécie également, on a tendance à dire « ouais, dors pas ». Et j'étais dans cette dynamique au début, en fait, de moins dormir. Sauf que j'ai pu m'apercevoir que bien dormir, apprendre à dormir, mes capacités cognitives, mes facultés étaient développées et je fais en maximum de temps...
en un minimum de temps, un maximum de choses. Bah, tu as certaines nutritions qui peuvent améliorer ta qualité de sommeil et te donner moins besoin de dormir. Tout ce qui est quoi, L-tyrosine, Alors, tryptophane, etc. Mais moi, je pensais plutôt à proline, tryptophane. Mais je pensais, de toute façon, de base, hein, si tu ne manges pas assez de tryptophane, bah, justement, tu n'auras pas assez de sérotonine, pas assez de diméthyltryptamine, etc. Mais je pense notamment donc, au régime cétogène, au régime keto. Je salue d'ailleurs Stéphane Mallard, grand conférencier en intelligence artificielle, spécialiste yoga, méditation. Bah, il est en régime keto. Moi, j'arrête quelques temps, je le reprends après, mais je constate, parce que l'ayant arrêté, que quand j'étais en régime keto, j'avais besoin de 6 heures de sommeil, je me sentais très bien. Et j'avais pas de coup de barre dans la journée parce que tu n'as pas les crêtes insulinergiques qui peuvent te donner un coup de barre. Mais quand tu es en régime keto, évidemment, ton cycle insulinergique est complètement différent puisque tu n'as plus quasiment de prise de sucre en fait. Tu prends 30 grammes de glucides par jour max. Et ton sommeil, c'est vrai que le cerveau aime beaucoup les corps cétoniques comme base métabolique, le cerveau adore ça. Et donc, tu te sens moins fatigué et tu as un niveau de concentration qui est plus grand quand tu es en régime cétogène. Ça devrait même être étudié d'ailleurs, c'était étudié au départ pour lutter contre les épilepsies infantiles, bah, ça devrait être étudié aussi pour ce qu'on appelle l'ADHD, grand mal de notre époque, qui selon Ken Robinson, et je lui donne totalement raison, devrait être étudié d'une façon plus large, c'est-à-dire la compétitivité attentionnelle de l'école par rapport au monde du divertissement actuel. Mais quand tu es en régime keto, bah, effectivement, de base, si tu avais besoin de 8 heures avant, tu vas te satisfaire sans problème de 6 heures de sommeil. Donc il y a plein de méthodes pour te satisfaire. J'aimerais bien tester. Parce que essaye, mais c'est le régime qui demande, c'est le régime qui demande le plus grand self-control. Parce que c'est pas de pain, pas de pizza, pas de maïs, pas de riz, t'imagines. Bon, après, tu peux prendre de l'avocat, de l'huile d'olive. J'ai fait le test quand je mangeais cru à une époque. J'étais beaucoup moins fatigué et j'avais besoin de moins de dormir aussi. Mais la notion de 6 heures de sommeil, parce que durant longtemps, en fait, durant près de 2 ans, je dormais entre 5h30 et 6h30 par nuit max. Maintenant, je dors entre 7h30 et 8h30, je fais en sorte de dormir 8 heures. C'est que pour chaque humain, c'est différent, puis ça dépend de la période de ta vie, ça dépend. Donc voilà, ne standardisons pas à outrance, encore une fois, mais pour moi, j'avais besoin de 8 heures absolument. Et je faisais de l'apnée du sommeil et tout. Et avec le régime keto, c'était 6 heures sans aucun problème, et je passais des journées plus concentrées. Après 6 heures de sommeil en keto que 8 heures sans. Okay. Mais après, tu vois, j'ai des clients et tout, les dîners mondains, boum, tu casses tes couilles à tout le monde quand tu es en keto. C'est bien pire que d'être vegan en termes de contraintes alimentaires parce que quand tu es vegan, tu as accès quand même à plein de glucides. Du riz, etc. Tu peux trouver du riz, de la pizza, du pain. Mais là, en keto, c'est méga chaud. Alors, je connais des potes qui sont keto et vegan à la fois. Ça, c'est vraiment hardcore. Et là, si t'as pas ta boîte bento... mais surtout en France. Ça dépend des pays. Mais si t'as pas ta boîte bento avec toi, c'est mort. Il faut que tu prépares tous tes repas et tout. Donc, c'est un mode de vie, je comprends. Et chacun donne l'attention qu'il veut au sujet qui le préoccupe. Mais c'est que je connais, à ma connaissance, c'est le régime le plus contraignant. Ok. Et sinon, deux petites dernières questions. Vu que tu gères beaucoup de choses, comment tu développes, comment tu accentues ta productivité dans tout ce que tu fais? Ouais, ça c'est le plus dur. Même moi encore j'ai du mal, même si c'est mon métier de faire plein de choses différentes, j'ai encore du mal à bien gérer mon temps. Je devrais plutôt, tu vois, pour tes auditeurs, auditrices, je devrais plutôt orienter vers des gens comme Gunther Pauli ou Peter Drucker, tu sais, tous ces gens au Covey, hein, les habitudes de Covey sur le management. Parce que ma gestion du temps n'est pas encore assez bonne pour donner des leçons, je pense. Mais il y a quand même des choses qui ont été améliorées dans le temps. Oui, du bien sûr. fait de mixer plein d'études, d'avoir plusieurs sociétés, de gérer De base, j'essaie d'avoir le moins de déplacements par jour. Okay. Ça, c'est tout con, mais c'est la méthode de, comment il s'appelait, Jaime Lerner, le maire de Curitiba. Il faut arrêter, tiens, on reprend. Les héritiers du Corbusier. Tu dors là, tu travailles là, tu sors là, tu as les monoquartiers. Ces banlieues à la con dans lesquelles j'ai grandi, qui sont les héritiers du Corbusier. C'est les héritiers du Corbusier qui ont créé ces banlieues à la con, ces grands ensembles où tu peux que dormir, ces fameuses cités dortoirs, tout était dit. Et ensuite, bon, Paris, qui a un réseau de métro qui n'est pas du tout adapté aux déplacements pendulaires, une station tous les 500 mètres. C'est le seul métro au monde qui est comme ça. Paris, c'est le métro le plus dense sur Terre. Châtelet a été pendant très longtemps la station la plus occupée au monde, devant Shanghai, etc. Okay. Et c'est le seul métro au monde où tu peux voir la station suivante quand tu te penches par le tunnel. Tu vas à Odéon-Mabillon. J'ai jamais fait attention à ça. Tu vois, c'est le seul métro sur Terre où tu as ça. Pourquoi? Parce que c'est un métro touristique. Au départ, c'est l'exposition universelle de 89. C'est pour que les dames avec leur robe à faux cul, elle n'est pas à trop marcher. Mais c'est pas du tout adapté pour qu'un prolo de banlieue puisse accéder au bassin d'emploi de la capitale. C'est pour ça que le Grand Paris, c'est que des mots, comme diraient les Marseillais, des paroles verbales, alors que le Grand Londres, c'est un fait.
Le Grand Londres, c'est pas hey, on a un projet. Non, non, c'est là. C'est déjà là. Pourquoi? Parce qu'ils ont un métro avec parfois 2 km entre les stations. Donc l'accès au bassin d'emploi du centre est super rapide pour les banlieusards. Ouais. Alors des gens ont évoqué, je l'avais évoqué moi-même, la possibilité de supprimer une station sur 2 à Paris pour que l'injection banlieue-centre soit plus rapide. Et ensuite, les stations supprimées, bah, tu les transformes en commerce, en ce que tu veux. Ça fait du foncier, quoi, tu fais des choses. Mais tu vois, le temps qu'on passe dans les transports, que ce soit en bagnole, que ce soit... Alors là, ces pauvres Chinois, là, tu traverses une ville, c'est 3 heures. Si tu veux être productif, soit tu es excellent dans ta productivité dans les transports, ouais. Tu vois, des ministres, etc. Qui, ouais. Soit t'évites de te gâcher 3 heures par jour, parce que c'est pas seulement ta productivité dans les transports, c'est ta motivation. Ouais. Et d'ailleurs, tu le vois, toutes les sociétés à forte valeur ajoutée, elles essaient de régler ce problème dès le début. Google, ils font des bus qui sont devenus des symboles d'ailleurs de gentrification dans la Silicon Valley, des bus avec Wi-Fi, des jeux vidéo pour se détendre, ou qui vont prendre directement les gens devant chez eux pour les amener au bureau Google. Donc être proche de son lieu de travail et être proche aussi au niveau du contact humain par rapport aux gens avec qui on travaille. Essayer de réunifier notre vie, tu sais. On a été, parce que Jaime Lerner, il avait la métaphore de la tortue. Il disait, tu vois, une tortue, sa carapace a des grands blocs là qui sont en fait ses vertèbres et ses côtes. Eh bien, imagine que tu les éclates, ces grands blocs. Elle ne serait pas heureuse, la tortue. Bah, la ville, c'est pareil. Il faut arrêter de faire des monoquartiers, des monozones. Dans ta vie, c'est pareil. Il faut arrêter de trop cloisonner. Ta vie, tu n'as qu'une vie. Donc, apprends sur ton lieu de travail des choses que tu aurais voulu apprendre dans ta vie personnelle. La poterie, le macramé, j'en sais rien. Mais essaie d'unifier ta vie, parce qu'aujourd'hui, on a une vie qui est éclatée. Ta vie professionnelle, ta vie personnelle, ta vie sociale, etc. C'est bien de mettre un certain espace entre tous, mais l'espace et distance, ce n'est pas forcément la même chose. Tu peux mettre une cloison entre tes vies, oui, parce que c'est important, mais qu'il te faille 3 heures par jour pour te rendre au boulot, etc., c'est pas une façon d'être heureux. Bah, du coup, ça m'emmène à une autre question, parce que ton livre « Libérer votre cerveau », pour moi, ça déclenche une notion d'être heureux. Oui. C'est ce que ça déclenche en moi. Mettre le bonheur au centre. Voilà. Donc, le bonheur au centre, ce que Normal Sup, Polytechnique et Centrale sont incapables de faire. Incapables. C'est-à-dire qu'ils sont illettrés du bonheur. Illettrés. Je ne peux pas dire les choses autrement. Du coup, ce serait quoi les étapes pour toi qu'une personne devrait mettre en place, ou les conseils que tu auras donnés? Il commence à mettre au centre son bien-être. Point. Il dit, si je ne suis pas heureux dans ce job, je me barre. Si je ne suis pas heureux dans ce cours, il n'est pas fait pour moi, il n'est pas bon, c'est le cours 14, c'est pas moi. C'est ça le truc. C'est de te dire, tu sais, je souffre, j'ai été mis comme ça dans ces cellules tu sais, ces cellules de torture là, où on empêche les gens de s'allonger, etc. J'aime bien l'histoire de Paris. Paris est un cimetière. Il y a plus de morts que de vivants à Paris. Ah ouais. Les catacombes, c'est au moins 6 millions de cadavres. Au moins. Tu les as déjà visité? Un petit peu. Voilà, parce que toutes les catacombes, tu sais, tu as des gens qui sont morts, perdus. Tu as une nana qui on a retrouvé son cadavre, elle est morte perdue dans les catacombes. Paris est un cimetière. Donc, Shining, le cimetière indien, Paris, c'est ça. Là, on est sous des morts. Là. Cet appart, là d'où on tourne, en dessous de nous, il y a plus de morts que d'habitants. Il n'y a aucun problème. Et pour Paris, c'est vraiment marquant, parce que tu as au moins 6 millions de cadavres dans les catacombes. Tu rajoutes le cimetière des Innocents, et dans le cimetière des Innocents, c'est là que je voulais en venir, tu avais les réclusoires. Les réclusoires, c'était des petites cellules où des femmes généralement, parce que comme d'hab, se mettaient pour expier d'éventuelles fautes qu'on leur avait inculquées. Et tu as une nana qui a passé, les recluses des Innocents, tu regardes ça, qui a passé 42 ans. Dans un truc qui fait la taille d'une cabine téléphonique, sans avec une petite fente pour qu'on te file de la bouffe et assister à la messe. 42 ans, putain. Eh bien, heureusement, cette barbarie-là, c'est fini. Mais ça, c'est le réclusoire physique. Mais il reste le réclusoire mental. Combien de gens on met dans un réclusoire mental? Combien de gens on bloque? C'est bien, tu souffres, c'est bien. Tes enfants iront au paradis, ou ton pote, ou j'en sais rien. C'est bien. Non, non. Remettre au centre, non, sortir du réclusoire mental. C'est aussi simple que ça. Il n'y a même pas, tu sais, on s'attend en tant qu'occidentaux à dire « Ah oui, il faudrait qu'il y ait une technique, ça doit être au moins aussi compliqué d'être heureux que d'assembler un Airbus, alors je m'attends à avoir un énorme manuel de 800 pages. » Non, 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 il faut juste mettre ça au centre, c'est tout. Tu mets l'épanouissement de l'humain au centre de ton projet éducatif. C'est simple, c'est simple. En faire ta priorité. Mais bien sûr. Quoi qu'il se passe, que ça fonctionne ou pas, je pense. Et ça inclut l'épanouissement des profs. Si on mettait ne serait-ce que l'épanouissement des profs au cœur du projet éducatif,
ça serait Il y en a réglé. plein qui sont mal dans leur peau et forcément ça se transmet. Plein. Tu rigoles, c'est devenu un standard de faire une dépression quand t'es prof. C'est pas normal. Sinon, quels seraient 5 livres qui ont changé ta vie, changé ta manière de percevoir les choses? Tu vois, je vais commencer par citer La Cassida de Richard Francis Burton, les bouquins de Hazrat Inayat Khan. On les trouve, je ne peux pas donner un titre précis parce qu'ils ont été édités de plein de façons différentes. Okay. C'est Hazrat Khan, donc Khan, quoi, comme le Khan Gengis Khan si tu veux. Hazrat Khan, grand maître soufi, tu peux trouver tout en ligne. C'est des morceaux de sagesse. Comment dire? Tu as l'impression, le sentiment que j'ai eu après en avoir lu un, c'est le sentiment que tu aurais après avoir mis les mains dans la merde et que quelqu'un te file une serviette. Hygiénique. Ah, le même sentiment. C'est le truc pour bébé, là, un baby wipe. Sauf que c'est pour ton esprit. Tu as l'impression de puer, tu sais, puis là, oh putain, c'est ça en fait. Donc Hazrat Khan, c'est d'une limpidité, c'est d'une clarté, c'est nickel. Parce que tu as plein de styles. Tu as des gens qui ont eu un message spirituel comme René Guénon qui était vraiment fait pour les reclus, justement, les mecs qui étaient dans leur cabine téléphonique universitaire. Guénon a écrit pour eux. Mais c'est pour ça que Guénon, je ne le recommande pas à tout un chacun, parce que c'était vraiment écrit pour des types qui avaient déjà de la pétrification mentale avancée. Hazrat Khan, c'est l'opposé, c'est vraiment simple, mais c'est tellement profond et pur que ça peut parler à tout le monde, c'est universel. Donc voilà, je recommande La Cassida de Burton, ou les travaux de Burton en général, mais ça c'est un poème, c'est vraiment magnifique. Bien entendu, Hazrat Khan. D'Idriss Shah, j'aime beaucoup Karakouche, c'est un roman, Karakouche, c'est un roman sur l'histoire de Massoud. Donc c'est du Massoud romancé, avec les noms un peu changés. C'est méga bien écrit. Encore aujourd'hui, c'est un des plus gros livres que j'ai lu, et je l'ai lu en 24 heures. Alors que le machin, c'est un pavé, hein. Mais tu l'attaques, c'est ce qu'on appelle un page turner, tu l'attaques, pouf, t'es parti. C'est bourré de rebondissements, etc. Donc je recommanderais ce 3e livre. Bien évidemment, ensuite, 4e livre, le bouquin de Gunther Pauli, n'importe lequel, L'économie bleue, par exemple, ou Zen and the Art of Blue, enfin un bouquin de Gunther Pauli qui t'explique que, tu vois, aujourd'hui, on fait de l'écologie religieuse, on fait de l'écologie punitive. La fin est proche, on agite la cloche, la fin est proche, repentez-vous, pauvres pécheurs, car le millénarisme est à vos portes, construisez des cathédrales. Bon. Tu vois, je reviens de Chine, je reviens du Brésil, mais jamais on les aura avec ça, ces mecs. Jamais. C'est être totalement européocentriste et être narcissique à en crever, de croire que on a eu la révélation. Il faut tous revenir à la bougie, sinon, tu vois, c'est trop marrant. Arrêtez de prendre l'avion parce que là, tu as Glucksmann, allez, je rêve d'un monde. Ouais. Mais du con, tu postes un selfie, c'est ton siège d'avion en empreinte carbone. Alors tu postes une vidéo, c'est ton siège d'avion en empreinte carbone. Tu la partages sur les réseaux, tous tes followers regardent ta vidéo. Tu postes une vidéo, tous tes followers la regardent. Mais c'est 20 allers-retours Paris-Barcelone. Donc, tu ne peux pas dire il faut juste arrêter, il faut inverser notre empreinte. Quand tu as un bateau qui va droit vers un iceberg, tu ne dis pas couper les machines, tu dis machine arrière. Et machine arrière, c'est avoir une industrie qui est carbone négative. Ouais, c'est activement séquestrer le carbone. Bon, dans le cas de l'empreinte carbone, mais il n'y a pas que ça. C'est faire du biobéton. Ouais. Ça existe, putain, c'est solution. Pas produire en ligne, mais en cycle. Mais exactement. Ouais. On sait faire des choses qui peuvent inverser notre empreinte. Donc c'est un mensonge de dire aux gens, il faut réduire notre empreinte à 0. Les Chinois, tu les auras jamais avec ça. Tu leur dis, mettre votre empreinte à 0. Non, il faut mettre notre empreinte en négatif. Il faut que quand tu construises une maison, tu aies absorbé tant de tonnes de carbone, c'est possible. Il faut que quand tu construises un gratte-ciel, tu aies absorbé tant de déchets. Tu as Marco Simeoni, par exemple, le patron de la fondation Race for Water. Marco Simeoni, il a mis en place une centrale qui récupère le plastique des océans et qui te fait des gigawattheures par an, 4 containers. Non, 8, pardon, c'est 8 conteneurs pour une centrale full-fledged au gigawattheure par an. 8 conteneurs. Une centrale qui utilise uniquement le plastique. Le plastique que tu récupères des océans. Ouais. C'est ça qu'il faut faire. Il faut arrêter d'ajouter une cloche avec des grands flagellants qui vont se lacérer le dos. C'est comme la période de la peste, là, tu sais. Repentez-vous, les mecs avec le masque, etc. Ouais, c'est plein de contradictions. Tu vois, des gens qui marchent pour le climat, qui fument des clopes alors que ça... Mais je te dis, mais au-delà de la clope, tu postes un putain de selfie en 4K, ça y est. Alors, ça doit être une image en 4K postée sur Instagram. Juste la poster, je ne parle pas de la voir. La poster sur Instagram. Ça, c'est une semaine de consommation d'une lampe pas basse consommation, genre une lampe de 60 watts. Une lampe de 60 watts que tu as laissé allumer pendant une semaine,
C'est un selfie que tu as posté sur Insta. Faut arrêter. C'est pas comme ça qu'on va trouver les solutions. Il faut dépasser le problème. Et pour dépasser le problème, il faut créer une industrie bio-inspirée qui absorbe les déchets. Et c'est possible. Tu as le papier de pierre en Chine qui absorbe les déchets miniers, tu as le béton de chanvre, le béton de miscanthus qui absorbe du carbone, parce que pour faire pousser le chanvre ou le miscanthus, tu absorbes du carbone. Tu as plein de solutions où le déchet devient une matière première. C'est ça qu'il faut faire. Est-ce que tu penses qu'on arrivera à un moment donné, parce que par exemple, on dit qu'il faut mettre toile électrique, chose que je comprends, sauf qu'en France, on a principalement du nucléaire. Donc du coup, moi je trouve pas ça normal d'aller chercher des trucs. Quel nucléaire on a? C'est toujours pareil, quel nucléaire on a? On aurait pu avoir du thorium, pourquoi on ne l'a pas? Pourquoi on n'a pas une filière nucléaire thorium? Est-ce que tu penses qu'on en arrivera au point où on aurait une sorte de tour Tesla, non pas de la voiture, mais de l'homme? Alors, tu sais que Tesla voyait la planète Terre, a raison, comme un énorme accumulateur. Et c'est vrai, la Terre est un accumulateur. Tu as une différence de potentiel énorme entre la troposphère et le sol, tout simplement. Et il y a plein d'énergie disponible dans le monde, c'est vrai. Il y en a partout. Alors, je ne parle même pas à l'échelle quantique, l'effet Casimir, l'énergie du vide, toutes ces choses-là sont connues en physique quantique, on ne sait pas les maîtriser, mais elles sont connues, elles existent. Mais simplement, je veux dire, bon, tu as le solaire, tu as l'énergie de certains éclairs sous certaines latitudes qui peuvent te balancer beaucoup d'énergie récupérable. Et puis, bien entendu, tu as les éoliennes gonflables. Tu as des éoliennes gonflables, c'est une sorte de ballon avec une énorme hélice au centre. Tu la déploies, tu récupères ton énergie. Bon. Donc, tu as effectivement plein de solutions. Le nucléaire n'est pas mauvais en soi, c'est toujours pareil, c'est la question politique. Qu'est-ce qu'on a fait? Quel nucléaire on a adopté? Pourquoi? Nos centrales à nucléaire, tu sais, pour décider d'une centrale nucléaire, tu as 3 paramètres. Tu as le combustible, le modérateur et le fluide transmetteur. On utilise des centrales nucléaires avec un fluide transmetteur qui est l'eau, et ça conditionne un combustible uranium et un modérateur graphite. D'où ça vient? Ça vient des sous-marins nucléaires. On avait amorti la R&D des réacteurs nucléaires civils, elle était amortie par les réacteurs nucléaires militaires pour les sous-marins, parce que dans un sous-marin, évidemment, l'eau c'est abondant, donc on avait adopté un système de propulsion avec de l'eau, du graphite et de l'uranium. Mais pour le civil, c'est pas un bon calcul. Alors comme, si tu veux, l'industrie nucléaire, c'est ce qu'on appelle cash intensif. Il faut dégager des quantités de cash, de milliards, pour déployer des centrales nucléaires. Mais impossible de revenir en arrière. Va dire un politicien, hey, le thorium. Non, parce que tu as l'absence de prise de risque, tu as le ridicule, dangereux, évident, classique. C'est pas sérieux. Bon, les Chinois investissent dans le thorium comme des malades. Maintenant que les déchets nucléaires sont là, évidemment, il faut faire quelque chose. Évidemment, il faut faire quelque chose. La bonne nouvelle, c'est qu'on peut. Tu as des traitements au laser. Ok, pour l'instant, ils coûtent des millions, mais c'est comme tout. Je veux dire, les premiers ordinateurs coûtaient des millions aussi. Ouais. Il faut juste un autre Elon Musk dans ce domaine-là pour couper les prix. Et puis là, en l'occurrence, même, parce que c'est vrai qu'un Elon Musk, tu ne contrôles pas si tu en as un ou pas. Mais même quand tu n'as pas un Elon Musk, tu balances des budgets. Ouais. Le Pentagone, c'est 700 milliards annuels, putain. 585, et si tu rajoutes tout l'argent qui est dépensé pour la défense, ou le nucléaire, par exemple, c'est le département de l'énergie aux États-Unis, qui en fait va à la défense, c'est-à-dire à l'attaque, eh bien, ça te fait 700 milliards. Chaque année, les ricains claquent 700 milliards pour la défense. Mais tu mets 80 milliards par an, tu mets à l'ENA 7%, même pas, 7% de ce budget par an sur le problème des déchets nucléaires, c'est résolu en 20 ans. Donc on pouvait le faire. Le nucléaire, il est ni bien ni mal, mais c'est ce qu'on a fait avec, qui est n'importe quoi. Tu penses qu'on peut plus ou qu'on peut toujours? Non, on peut toujours, mais il y a plein de déchets qu'on a balancés dans les océans, dans les... Malheureusement, voilà, notre politique de gestion des déchets, elle a été merdique, il faut dire ce qu'il est, se dire ce que c'est. Bon, moi, je reste convaincu que l'humain saura les gérer. J'en suis convaincu, je vois quand je vois avec les budgets ridicules, alors Dieu sait que l'argent n'est pas tout dans la recherche, mais voilà, l'université de Bristol qui a mis au point des batteries en diamant, les traitements au laser, les travaux sur les champignons radiotrophiques qu'on a découverts à Tchernobyl, qui absorbent les radiations et qui les métabolisent. Donc, c'est par hasard, on a trouvé ça. Bien sûr qu'on saura gérer nos déchets, mais on ne sait pas du tout donner les moyens, ça c'est vrai. Okay. Donc sur l'électrique, c'est ça, pareil pour le lithium. Aujourd'hui, les batteries sont en lithium. C'était un des grands défauts de la mauvaise écologie, c'est d'essayer de résoudre tous les problèmes directs. Tu ne montes pas l'Everest sans atteindre des camps de base. L'écologie, c'est pareil, il faut voir les progrès un par un. Une Tesla, oui, elle a 1 tonne de batterie en lithium, mais elle ne pollue pas à hauteur de poumon. Je te jure que quand 75% de la population mondiale vit en ville. Une Tesla, un gamin de 4 ans, il voit la différence entre une Tesla et une BMW.
Il la voit parce que les particules fines, elles ne sont pas à hauteur de sa gorge. C'est un progrès. Maintenant, recycler le lithium, évidemment, évidemment. Aller plus loin que les batteries lithium, évidemment. Les batteries graphène, C'est déjà on est à une deux étape, doigts. quoi. On est à deux doigts. Tu sais, c'est toujours pareil. Tu peux avoir l'innovation, mais pas à l'échelle. Beaucoup de gens disent pourquoi Apple ils sortent pas des produits plus disruptifs. Ouais, mais ils sortent des produits pour 1 milliard d'individus, les mecs. Et ils annoncent que d'ici 2030, ils sortiront pas 1 gramme de matière du sol, uniquement avec le recyclage, ce qui est tout à fait possible. Donc oui, c'est toujours pareil. Il n'y a pas trop d'humains sur Terre, c'est faux de le dire. Ce qui est vrai, c'est que chaque humain a une empreinte trop grande. Mais on a une empreinte trop grande parce qu'elle est bête, c'est tout. On pourrait avoir une empreinte bien meilleure. La façon dont on s'habille, la façon dont on construit peut être améliorée pour inverser l'empreinte. Si toutes nos maisons étaient au béton de miscanthus ou au béton de chanvre, terminé. Ouais. Et je te parle même pas de nos t-shirts, etc. Le premier tissu, le chanvre aussi, donc on pourra revenir à ça. De toute façon, le chanvre, c'est tout un monde, hein. Je veux dire, sans mauvais jeu de mots. C'est vraiment un univers industriel, le chanvre. La canne-bière à Marseille, ça vient de cannabis, parce qu'on faisait des cordes. Okay. C'était le chanvre, on faisait des cordes avec. C'était l'endroit où on tissait les cordes, c'était la canne-bière. Donc, Ford qui avait fait cette fameuse voiture entièrement en chanvre, tu sais, la carrosserie était en résine, les pneus étaient en gomme dérivée de résine bioaspirée, de résine biosourcée, le pétrole bien sûr c'était du biodiesel, etc. Donc on peut avoir des industries qui fixent le carbone, et pas que le carbone, tous les autres polluants. Je recite Marco Simeoni, c'est un précurseur absolu, ce mec. Des centrales énergétiques avec le plastique des océans, c'est ça qu'il faut faire. Il faut arrêter de faire flipper les gens, de leur dire repentez-vous, flagellez-vous. Il faut leur dire regardez ce qu'on peut faire avec le plastique des océans. On peut le récupérer, on peut faire 1 gigawattheure par centrale. C'est ça qui est intéressant. Super. Dernière petite question, si tu aurais un conseil en quelques mots par rapport à toute ton expérience personnelle, si tu aurais une chose à dire, ce serait quoi? Ne laisse personne te dire ce que tu vaux. Jamais, sous aucun prétexte, ne laisse qui que ce soit te dire ce que tu vaux. C'est le début de l'aliénation. Je te dis, on a eu la période où il y avait les recluses du cimetière des innocents qui se mettaient dans des carrés de briques. Aujourd'hui, on se met dans des carrés de briques mentaux parce que des gens nous disent c'est ça ta place. Jamais ne laisse qui que ce soit déterminer ce que tu vaux. Point. Je bosse avec quelqu'un qui est extraordinaire qui s'appelle Christophe Champion. Il porte bien son nom, le mec, il est vraiment très bon. Il est bon en algorithme de trading sur les bitcoins, il est bon en jeux vidéo. Ce mec, il vient du bâtiment, putain. Sa formation initiale, c'était technicien chez Motobécane, technicien puis vendeur chez Motobécane, et ensuite chef de chantier. Il est excellent en jeux vidéo, il est excellent sur Unity, le mec, il programme, il est en train de concevoir le jeu vidéo qu'on sort, Game of Logos, maintenant. Et il est très 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 bon en trading de crypto-monnaie. Le mec, il peut te faire de la candlestick analysis à un niveau que j'avais jamais vu. J'ai enseigné à Centrale pendant 7 putains d'années. Ce type, si il avait écouté, genre, mais hey, tu viens du chantier, de quoi tu parles? Tu viens de Motobécane, de quoi tu parles? Il est meilleur que des mecs que j'ai vus dans les meilleures écoles de commerce, ou à Dauphine, ou à Normal fucking Sup, for what it's worth, alors qu'il vient des chantiers. C'est ça, le 21e siècle. Le 21e siècle, c'est ce monde où on ne va pas dire aux gens, t'es fléché dans tel couloir, t'es à telle place, tu ne pourras pas en sortir. Et ça nécessite de se débarrasser du monde académique tel qu'on l'a conçu pour mettre l'humain notre cerveau. Et de libérer notre cerveau, de libérer notre identité. Super. Merci infiniment pour tout ce que tu nous as partagé. Merci. C'est beaucoup d'informations qui ont beaucoup de valeur, qui vont permettre aux gens de se remettre en question parce que tu apportes pas mal d'idées qui sont différentes de ce qu'on pourrait voir à droite et à gauche. Ouais, c'est mon métier, d'apporter des idées que tu ne retrouveras pas dans le prêt-à-penser classique. Ouais. Mais merci infiniment pour ça. Merci de t'être déplacé. C'était un plaisir. Mec.